Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est la santé. Toute l'équipe d'LCM se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013 en pleine santé. On commence avec un sujet fort qui nous touche tous, le don d'organes. En 2011, 4 947 malades ont été greffés en France, des chiffres en augmentation et pourtant les greffons se font toujours aussi rares. Dans notre pays, plus de 16 000 malades sont en attente de greffe aujourd'hui. Alors quels organes peut-on greffer et pour quels malades ? Comment signaler son accord ou son refus pour un don? Comment vit-on après une greffe? Pour y répondre avec moi sur ce plateau, j'accueille le docteur Hélène Julien-Papouin, médecin-chef du service de régulation et d'appui Sud-Est Océan Indien de l'Agence de la biomédecine. Bonjour. Bonjour. Franck Etna, vous avez été greffé des poumons en août 2012. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonjour. Professeur Pascal Thomas, vous dirigez le service de chirurgie thoracique de l'hôpital Nord de Marseille. Bonjour. Bonjour. Jacques Orofino, vous êtes chirurgien dentiste et président de l'association Maryse pour la vie. Bienvenue. Bonjour. À tous les quatre. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut donner tous ces organes? On pense souvent au cœur, aux poumons, aux reins. Est-ce qu'on peut donner d'autres organes, Hélène? Oui, bien sûr. Alors, en France, actuellement, il y a à peu près 40 000 personnes qui vivent avec un greffon. Donc, ça prouve bien quand même que la greffe est un traitement qui marche bien. Et alors, ces patients vivent soit avec un cœur-poumon, un poumon, un foie. Et là, on peut clairement dire que la greffe leur a sauvé la vie parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative à la défaillance de leurs propres organes. Et puis, il y a des greffes comme la greffe de rein qui, elles, permettent... Il y a une autre alternative que la greffe pour les insuffisants rénaux qui est la dialyse, mais la greffe elle permet une bien meilleure qualité de vie et une espérance de vie supplémentaire. Et puis il y a aussi des greffes un petit peu moins fréquentes qui sont les greffes de pancréas et les greffes d'intestin. Ça c'est pour ce qui concerne les organes. En dehors des organes, effectivement, il y a aussi des greffes de tissus qui sont moins impactées dans le pronostic vital, mais qui quand même sont très très importantes. Les greffes de cornée, les greffes de peau pour les grands brûlés, les greffes d'os, les greffes de valves cardiaques et les greffes d'artères. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent bénéficier d'une greffe d'organes, et ça grâce aux dons d'organes que font un certain nombre de personnes dans notre pays. Alors tous les organes ne peuvent pas forcément bénéficier à un receveur. Justement, en ce qui concerne le poumon, comment ça se passe, Pascal Thomas? Tous les poumons peuvent éventuellement être réimplantés? Non, certainement pas. Et d'ailleurs, c'est le poumon qui a été pendant très longtemps le parent pauvre de cette affaire, puisque il y a seulement une dizaine d'années, moins d'un donneur sur 10 avait ses poumons prélevés. Ça a aggravé la situation de pénurie, puisque peu de donneurs potentiels par rapport à la demande. Et parmi les donneurs, peu de candidats, j'allais dire, au prélèvement pulmonaire. Alors il y avait des raisons multiples, qui étaient d'abord des raisons médicales, c'est-à-dire la façon de prendre en charge les gens qui sont des donneurs multi-organes a changé, s'est amélioré, a été standardisé. Et puis il y a aussi eu, particulièrement en France, une espèce de révolution culturelle, basé sur le fait que nous avions au début des critères de prélèvement qui étaient des critères a priori, finalement assez peu évalués scientifiquement et qui étaient très restrictifs. Un exemple classique, typique, presque caricatural, c'est l'âge. Pendant des années, on a considéré qu'il fallait que le donneur soit âgé de moins de 50 ans pour pouvoir donner ses poumons, et maintenant pratiquement on prélève jusqu'à l'âge de 70 ans. C'est la même évolution qu'a suivi le candidat. Si on est en âge d'être receveur, on peut être aussi en âge d'être donneur, et j'allais dire presque vice-versa. Franck Etna, vous avez été greffé des poumons en août 2012, donc il y a 5 mois. Vous avez attendu longtemps sur liste d'attente ou pas pour avoir cette greffe? Non, j'ai pas attendu longtemps sur liste d'attente parce que quand j'ai fait le bilan pré-greffe, j'étais déjà en phase terminale, hein, c'est-à-dire j'avais une fibrose qui était en phase de la greffe. Donc ça s'est passé très vite, quoi. Ouais, ça s'est passé très vite, il fallait faire très vite, et personnellement, c'est vrai que j'y croyais pas trop. Quand on me disait qu'il y a un délai d'attente à environ de 6 mois, en gros, hein, grosso modo, tout de suite dans ma tête, c'était clair. Je savais que je tiendrais pas 6 mois, quoi, ça c'est clair. Donc là, ils m'ont mis en super urgence nationale, et j'ai eu une chance inouïe que ça se soit fait, quoi.
Alors justement, on va rappeler au niveau de la loi comment ça se passe. Tout le monde en fait est donneur d'organes potentiels et c'est la famille qui a le dernier mot, c'est ça? C'est pas tout à fait comme ça. La loi dit qu'on est tous donneurs, puisque c'est un principe de solidarité nationale. On est tous donneurs, sauf si de son vivant, on s'est opposé au don d'organes. Parce que le refus, c'est un droit que peut avoir chacun d'entre nous. Ceci dit, lorsqu'on se positionne en faveur du don d'organes, il faut, ce qui est très important, c'est d'en parler autour de soi. Parce que le don d'organes va concerner un certain nombre, très peu de décès en fait. Pour être donneur d'organes, ça concerne à peu près 1 à 1,5% des décès hospitaliers. Ce sont des décès, alors c'est quoi? Des accidents vasculaires cérébraux? Voilà, c'est soit des traumatismes crâniens, soit des accidents vasculaires cérébraux, soit des arrêts cardiaques avec une anoxie. En fait, c'est une destruction irréversible du cerveau et dans un contexte de réanimation ou d'urgence, c'est-à-dire dans un endroit où le corps médical peut vous prendre en charge pour que pendant un certain nombre d'heures, on puisse maintenir les organes de façon fonctionnelle pour que ces organes puissent être prélevés et être greffés. Donc ça représente assez peu de décès. Et c'est d'autant plus important d'avoir un fort positionnement dans la population, c'est-à-dire de savoir que les gens ont réfléchi à cette thématique, se sont positionnés en faveur du don ou contre le don, mais on est là pour faire la promotion du don et pour essayer de convaincre le plus de gens de l'importance de se positionner. Et puis surtout d'en parler autour de soi, parce que le jour où ça nous arrive, on n'est pas là pour pouvoir répondre au corps médical. Et le corps médical, il a obligation de consulter les proches pour s'assurer qu'il n'y avait pas un positionnement de la personne contre. Alors, donc, oui, allez-y. Justement, ça, Jacques Orofino, c'est un peu votre mission, c'est faire parler du don avec l'association Maris pour la vie qui est née en 2004. L'idée, c'est d'en parler donc de son vivant, justement. Oui, tout à fait. Nous, on est parti du concept que... quand on a créé l'association sur un événement malheureux, on s'est dit c'est pas normal, tout le monde est donneur et finalement on se retrouve avec une pénurie. Et très vite on s'est rendu compte que finalement la majorité des gens sont pour le don d'organes. Quand vous demandez autour de vous, plein de gens sont pour le don d'organes et malheureusement ça se fait toujours lorsqu'on pose la question dans un moment dramatique. Et c'est vrai que nous, ce qu'on dit, comme l'a dit Hélène, on essaie de demander aux gens de réfléchir, de se positionner. Parce qu'on peut avoir une carte de donneur dans notre portefeuille. C'est pas parce qu'on va avoir une carte de donneur qu'on va nous prélever si la famille... Ça n'a pas de valeur légale, la non, carte ça de n'a donneur. aucune valeur légale. Et de toute façon, il n'y a aucun médecin qui se permettra de prélever s'il y a un refus de la famille. Donc notre but, c'est de dire aux gens, on est d'accord pour recevoir, parce que demain, il vous arrive un accident, vous allez être, ou quelqu'un de un proche, vous allez être d'accord s'il y a besoin d'une greffe. On est tous d'accord pour recevoir. Du moment qu'on est d'accord pour recevoir, il faut être d'accord pour donner. Il faut surtout le dire autour de soi. Du coup, c'est délicat. À ces moments-là, comment ça se passe? Vous dialoguez beaucoup avec les familles, en fait, vous médecins, Pascal Thomas? Alors, nous, les équipes de transplantation, du fait de la loi, nous ne faisons pas partie de tout ce processus et il ne faut pas que nous en fassions partie. C'est vraiment un métier à part, c'est un métier qui est formidablement fait par les médecins et les coordinatrices de prélèvement. Parce que, comme l'a dit Jacques, l'énorme problème, c'est qu'au moment où on annonce à la famille, on va annoncer deux choses. On va annoncer d'abord la mort, puisque ce sont des gens qui sont morts. Donc c'est déjà un traumatisme terrible. On peut l'imaginer, en particulier lorsque la personne décédée est un enfant. Donc on peut tout à fait comprendre que l'annonce ensuite d'un possible prélèvement multi-organes se fait dans les plus mauvaises conditions qu'on puisse imaginer. Et donc c'est vrai que cette partie-là, c'est vraiment une partie qui est dévolue à des gens qui, j'allais dire, ne font que ça, entre guillemets, mais qui sont très cloisonnés et totalement indépendants des équipes qui vont greffer. D'accord. Alors les greffes les plus fréquentes sont celles du rein. Elles représentaient 60% des greffes en 2011. Ensuite vient le foie, le cœur et le poumon. Cet organe fragile est beaucoup transplanté à Marseille, deuxième centre le plus transplanteur de France. L'année dernière, 48 personnes ont été transplantées pulmonaires à l'hôpital Nord. Regardez. 10. On se repose. Francine représente une exception. Victime d'un emphysème pulmonaire d'origine congénitale, elle a été greffée des poumons il y a 6 ans. Après un rejet chronique, elle vient d'être regreffée pour la deuxième fois de sa vie. En soins intensifs, il faut réapprendre à respirer. C'est une nouvelle vie qui commence.
Juste avant la greffe, j'arrivais plus à rien faire de toute façon. Donc me laver, c'était impossible. Toutes les petites choses du quotidien, quoi, j'y arrivais de moins en moins. Et puis là, je sens que ça repart. Là, j'ai du mal à y croire encore. Mais surtout que j'étais greffée vraiment à la limite, quoi. Donc c'est déjà dur d'avoir une greffe, donc 2 greffes, ça paraît incroyable, quoi. Lorsque les suites post-opératoires sont simples, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, c'est un nouveau départ avec une nouvelle vie qui commence et les patients renaissent, quoi, hein. C'est vraiment une situation extraordinaire qu'ils vivent, puisque l'insuffisance respiratoire est quand même une maladie très invalidante. Ces 2 jeunes hommes ont la mucoviscidose. Ils viennent passer un bilan dans le service de pneumologie. L'occasion de retrouver d'anciens greffés. Yann-Éric se souviendra longtemps de ce jour où on l'a appelé. J'ai été appelé à la greffe le 7 janvier 2005 au soir par Martine Reynaud et j'ai été greffé dans la nuit du 7 au 8 par le professeur Thomas. Et depuis, tout va très très bien, quoi. Je revis, c'est une résurrection et je suis en pleine forme, je vis tout à fait normalement, je fais du sport, je travaille, tout va bien. Hugo, lui, a été regreffé il y a 1 an. Ses petits bonheurs, marcher sans être essoufflé et refaire du vélo. La première greffe, c'était une greffe d'urgence. Et après, j'ai fait un rejet chronique au bout de 2 ans et demi, à peu près. Et donc, relisté. Et là, j'ai attendu 3 ans avant d'avoir la greffe. Et depuis, c'est que du bonheur. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes vivent avec une greffe en France. Entre 2000 et 2011, le nombre de personnes prélevées a augmenté de 60% et le nombre de greffes de 54%. Parallèlement aux progrès chirurgicaux et traitements innovants, la demande augmente. Le manque d'organes reste d'actualité. L'attente des patients peut durer des mois, voire des années. Alors on a vu des personnes greffées 2 fois. Dans ce reportage, c'est quand même rarissime. Il faut dire, ça représente combien de personnes sur le nombre de greffés total? Alors ça représente dans le monde moins de 3%. C'est entre 1 et 3% dans la plupart des équipes. Et en fait, ça ne concerne le plus souvent que des gens qui ont été greffés il y a assez longtemps. Et depuis, les progrès de la prise en charge médicale, l'immunosuppression a fait que c'est un événement encore plus rare. Alors Franck, comment on vit justement après la greffe? Qu'est-ce qui a été le changement le plus marquant pour vous? Écoutez, on vit très très bien, même beaucoup mieux que ce que je vivais avant. Hein, parce que bon, là, par exemple, je fais du vélo, je monte des côtes que j'aurais jamais pensé un jour, que j'aurais jamais imaginé pouvoir... Si vous voulez, j'avais... comment dire, j'étais pas en bonne condition physique depuis longtemps. Et ça, je m'en suis aperçu petit à petit. J'étais vite essoufflé, je montais un escalier, je ne pouvais pas courir. Les derniers temps, ça finissait que je ne pouvais même pas aller prendre une douche sans être hyper essoufflé. Enfin voilà, donc c'est clair que maintenant, là, je reviens des sports d'hiver, je suis allé faire du ski. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Respirer, c'est la chose qui est le plus incroyable. Respirer bien, quoi. Bien sûr, oui. Et puis surtout, faire des efforts sans être essoufflé, ça c'est une chose que tout le monde me connaît, mais les gens qui ont des problèmes, respiratoires... Ça, c'est le cas de nombreux patients greffés aussi d'autres organes, quoi. C'est vraiment une renaissance un petit peu qui est à chaque fois... Tout à fait. Et puis ces gens-là, donc ces patients nous aident beaucoup pour justement témoigner de pourquoi est-ce qu'on donnerait ces organes. Parce qu'effectivement, c'est vraiment le but, c'est de sauver la vie d'un certain nombre de personnes et puis de les aider à revivre, à reprendre un travail, à reprendre des activités. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'Agence de la biomédecine, on a une mission qui est très importante, qui est d'informer la population. Parce que, comme le disait Jacques tout à l'heure, la population, elle est abstraite, dans cette idée abstraite du don d'organes, tout le monde y adhère. On ne peut pas être contre le don d'organes, les gens vous disent. Par contre, on s'aperçoit effectivement, quand on interroge des proches, qu'on a quand même 30% de refus. Donc ça fait des années qu'on essaie de trouver pourquoi il y a cette différence entre les deux. Alors, et ça, on peut l'expliquer justement? Alors, on peut l'expliquer d'une part sur la non-transmission de la volonté. Et comme disait tout à l'heure Pascal Thomas, quand on est dans un moment dramatique comme ça, qu'on vient de vous annoncer la mort de votre papa ou de votre fils, et qu'en plus, on vient vous demander après est-ce qu'il était pour ou contre le don d'organes,
Si la personne en avait parlé avant, effectivement, il y a toujours le contexte émotionnel qui est très fort, mais le témoignage des dernières volontés ou des volontés d'un défunt, c'est important en France. Si personne n'en avait jamais parlé, eh bien, dans le doute, les gens s'abstiennent. Et sur ces 30% de refus, on sait bien que c'est là-dessus qu'on peut arriver à faire avancer les choses. Donc c'est important d'informer la population et puis de leur dire, ben voilà, on va vous informer clairement, loyalement, simplement, parce qu'après les gens se disent, oui, mais c'est quoi un prélèvement d'organes et comment mon corps va être rendu et comment ça se passe et est-ce que les médecins respectent vraiment ce que j'ai dit? Et tout ça, il faut l'expliquer clairement aux gens. Il y a des professionnels de santé que sont les coordinations hospitalières qui sont formés pour ça, qui sont impliqués là-dedans et qui sont les garants que le respect du mort existe, que l'éthique est respectée, que le professionnalisme existe. Et c'est important de répondre à ces questions de la façon la plus concrète possible pour enlever des idées reçues, enlever des fantasmes et des choses derrière lesquelles les gens se réfugient pour dire bah non, finalement on ne sait pas donc on dit non. C'est pour ça que vous militez, notamment lors d'événements sportifs, des événements où il n'y a pas ce contexte assez lourds. On peut parler, le don d'organes, il faut en parler quand on voit Franck ou qu'on voit dans votre reportage les gens qui en parlent, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Donc, à partir de là, on parle de la vie, là. Et donc, il faut essayer de le dédramatiser et en parler vraiment à des moments sur des événements, j'allais dire, qui sont des événements soit sportifs, soit ludiques, et arrêter de faire entre guillemets, du misérabilisme dessus, quoi. Parce que, comme a dit Hélène, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur le don d'organes, quoi. Alors que notre but, finalement, c'est passer l'information le plus possible pour enlever ces fausses idées, quoi. Alors une fois que la famille a donné son accord pour donner les organes, c'est une course contre la montre un petit peu qui s'engage. Les opérations ont souvent lieu la nuit. Pourquoi? Parce que évidemment l'organe a une durée de vie limitée, quoi. Oui, alors particulièrement le poumon, qui est l'organe, on va dire, le plus fragile avec le cœur. Les organes thoraciques sont les plus fragiles à ce qu'on appelle l'ischémie, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'organe a été prélevé chez le donneur et le moment où il va être implanté chez le receveur. Cette période-là, qu'on appelle la période d'ischémie, sur le poumon et le cœur, elle est relativement courte. Elle est dans l'idéal de 4 à 6 heures. Et donc, il faut qu'à la fois le prélèvement et la greffe se fassent de façon quasiment simultanée. Donc là, on voit justement un prélèvement de poumons, donc là, sur ces images. Voilà, là, il s'agit de poumons qui ont été prélevés. C'est la préparation juste avant l'implantation, avec donc les poumons qui sont protégés par ces compresses qui sont faites humidifiées avec du sérum glacé. Donc, on est encore dans la période dite d'ischémie, avant l'implantation sur le receveur. Alors il existe une liste, on en a parlé, donc au niveau national, sur lesquelles sont inscrites toutes les personnes en attente de greffe. Ça marche comment du coup? Qui est appelé en premier? Il y a un grand principe en France et dans tous les pays aux alentours qui est celui du respect de l'équité d'accès à la greffe. Et donc, toute personne qui est en attente d'un greffon est inscrite sur une liste nationale d'attente. Cette liste nationale d'attente, elle est gérée par l'Agence de la biomédecine. Et lorsqu'un prélèvement a lieu quelque part sur le territoire, l'Agence de la biomédecine est forcément au courant que ce prélèvement a lieu, forcément au courant des organes qui peuvent être prélevés en fonction de l'état du donneur et des caractéristiques du donneur. Et à partir du moment où on a donc ces caractéristiques de greffon, ce donneur est proposé à un pôle national de répartition et donc là, en fonction d'un ordre établi qui est basé sur des priorités, comme tout à l'heure monsieur disait qu'il avait été mis en super urgence parce qu'il y a des priorités quand le pronostic vital est en jeu dans les 24-48 heures. Il y a la durée d'attente qui compte, il y a les enfants qui sont des prioritaires. Donc en fonction de certaines normes de critères, eh bien, on a un receveur qui est apparié avec un greffon de façon très transparente et très claire. Pascal Thomas? Oui, je voulais préciser aussi, parce que c'est souvent une angoisse, on peut dire, qui est exprimée par les gens qui sont inscrits en liste. C'est le sentiment d'une compétition avec d'autres personnes inscrites en liste. Et dans les faits, ce n'est jamais le cas. Parce que, fort heureusement, chaque personne est un individu. Alors, pour dire les choses sur un axe plus médical,
Il y a des conditions de morphologie, la taille, le poids, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un très gros organe chez quelqu'un qui est tout petit. Il y a des conditions de sérologie, de groupe sanguin, etc. Ce qui fait qu'en pratique même, dans des très grandes listes, comme c'est le cas chez nous, parce que je crois que pendant longtemps on avait la liste la plus longue de France, il n'y a jamais de compétition directe d'un patient par rapport à un autre. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il n'y a pas... les organes sont alloués par l'agence de la biomédecine à une équipe. C'est-à-dire que l'agence, c'est une responsabilité nationale d'un institut gouvernemental qui distribue les organes. À aucun moment, il y a une décision locale. Cette décision locale, c'est en bout de chaîne lorsqu'il s'agit d'aller appeler un receveur et de le transplanter. Mais le reste, c'est un mécanisme qui est national, qui est parfaitement réglementé et qui est transparent. D'accord. Je vous propose d'écouter une personne qui a été la 100e greffée pulmonaire de l'hôpital Nord à Marseille. On l'écoute. Avant les greffes, j'ai eu beaucoup d'hémocousses. Je suis été toujours malade. Je dois être toujours très atteinte à tous. Le froid, tout l'hiver, c'est toujours oui, un hôpital, beaucoup d'hospitalisations. Maintenant, je suis en hôpital, mais je me sens très bien. J'ai beaucoup d'énergie. Donc, c'est plus facile. C'est pas un problème faire les perfusions ou prendre les comprimés parce que je me sens très bien. Je suis vraiment moi-même maintenant. Alors la principale difficulté au cours d'une transplantation, c'est le rejet de l'organe. Du coup, vous prenez des médicaments anti-rejet. Vous allez les prendre toute votre vie, en fait, Franck, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et je pense que c'est à vie. Votre suivi se passe comment, en fait? Vous venez à l'hôpital, vous faites des bilans tous les mois Ouais, au début, c'est toutes les semaines. Parce que c'est très suivi. Bon, après ça s'écarte un peu sur 15 jours. Là, en ce moment, j'en suis à une visite par mois à peu près. Alors, il faut dire que vous êtes musicien, guitariste dans le groupe Die Pivot qui est basé à Carnoux et vous allez faire des concerts en faveur du don d'organes prochainement. Voilà, c'est un projet. Alors, déjà, on est en train de réaliser un 4e album. Bon, pour ceux qui connaissent le groupe, ça fait 25 ans qu'on tourne. Et on est en train de faire un 4e album qui sera en partenariat avec Maryse pour la vie, l'association. Donc une partie des bénéfices des ventes d'albums serait reversée à l'association. On suivra tout ça en tout cas. Et on a aussi un projet d'organiser des festivals, pareil, à but, pour reverser aussi une partie à l'association. Alors une autre actualité très importante, une nouvelle technologie donc, vient d'arriver en France pour conserver les greffes. C'est une petite révolution qui se prépare. Et dans votre service, Pascal Thomas, vous allez tester cette année une machine en fait, qui permet de mieux conserver les organes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je pense que ça n'intéresse pas trop le public, mais disons qu'on est en train de tester le moyen de conserver plus longtemps et dans des conditions physiologiques, c'est-à-dire avec une température qui se rapproche de celle du corps, un organe qui est perfusé, qui est ventilé, c'est-à-dire en position de fonction normale et que effectivement c'est un changement, c'est même une révolution un petit peu médicale. Ça, c'est de la recherche scientifique et c'est quelque chose que nous allons démarrer en France à plusieurs centres. Parce qu'aujourd'hui, les organes se conservent dans la glace, voilà, c'est ça? Pour l'instant, on interrompt leur fonction en les glaçant, c'est le principe principal de la préservation. Et ensuite, on rétablit leur fonction au moment où on les implante chez le receveur. Et donc, l'idée, c'est de maintenir la fonction, ce qui permet d'être en théorie moins traumatisant et permettre une meilleure fonction. Mais ce que je voudrais dire sur cette technique, et je crois qu'à côté de l'aspect médical, il y a un aspect qui est intéressant à connaître parce que l'action des associations comme Maryse pour la vie pourrait être vue un petit peu comme, j'allais dire, un accompagnement ludique, festif, etc. Puis de temps en temps, ce type d'association, c'est la variable d'ajustement, j'allais dire, par rapport à une lourdeur, parce qu'on a dit tout à l'heure, l'agence de la biomédecine, c'est une agence gouvernementale, nous avons
un vrai cadre réglementaire, et tout ça implique beaucoup d'inertie dans tous les domaines. Et quand il s'agit de trouver, d'être réactif par rapport au progrès technologique, de trouver des fonds, eh bien finalement, ce n'est possible que grâce à des associations. Vous avez contribué donc à cette technologie-là, quoi. Oui, je peux me permettre, parce que je pense qu'il ne le dira pas, c'est plus que ça. C'est-à-dire que je pense que le projet n'aurait pas eu lieu à Marseille si Maris pour la ville n'avait pas été là, parce qu'ils ont été vraiment le moteur. Ils sont allés chercher, ils sont allés voir des gens avec qui forcément les portes ne sont pas forcément ouvertes pour nous qui sommes des praticiens. Voilà. Et donc ils sont allés frapper aux bonnes portes. Et voilà. Et je crois qu'on les remerciera jamais assez de ce type d'action. C'est l'avantage, si je peux dire, d'être une association où nous, on n'a pas d'intérêt particulier, si vous voulez, si ce n'est de faire la promotion de dons d'organes. Sur cette affaire-là, il faut remercier quand même, c'est là où il n'y a pas de politique, c'est un ensemble le Conseil général qui nous a donné 210 000 euros, enfin, qui a sorti 210 000 euros, certaines familles marseillaises qui ont mis 80 000 euros. Donc je veux dire, c'est pas facile à trouver, mais c'est vrai que... Un travail d'équipe, mais en tout cas on suivra ça. J'allais dire d'amitié, de connaissance, et c'est comme ça qu'on arrive finalement, lorsque les gens se connaissent, ça va beaucoup plus vite pour trouver... Merci. Voilà. C'est la fin de cette émission. C'est passé très vite. En tout cas, on suivra cette machine un petit peu et on vous recevra bientôt dans l'émission à nouveau. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur le don d'organes, rendez-vous sur le site de l'Agence de la biomédecine qui s'affiche. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écrire et poser vos questions à l'adresse qui s'affiche également. Excellente journée à tous. À très bientôt.